Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bonsoir à toutes et à tous et une excellente année 2026 avec un maximum de lumière et puis la réalisation de vos souhaits les plus fous, chers auditrices, chers auditeurs. En cette rentrée 2026, on se fait plaisir dans cet excellent évidemment avec de la littérature aujourd'hui et de la médiumnité. Donc voilà, un peu de magie quoi pour commencer cette année. Voilà, donc plus que 3 jours d'ailleurs avant la sortie du nouveau roman de Mélissa d'Acosta, Fauve. Ça sera mercredi prochain, le 7 janvier. Et c'est édité chez Albin Michel. Alors la romancière à succès nous fait le plaisir d'être avec nous sur le plateau. Mélissa, bienvenue. Merci, bonjour. Avec plaisir. Vous êtes l'une des autrices françaises les plus lues de ces dernières années. Vous avez cette capacité rare à parler de l'intime tout en touchant l'universel. Vos romans Tout le bleu du ciel, Les lendemains, Je revenais des autres ont touché des centaines de milliers de lecteurs. Ils ont été traduits, adaptés et continuent de circuler de main en main. Bravo. C'est excellent, comme on dit. C'est l'une des figures médiatiques les plus reconnues de la médiumnité en France. Annabelle de Villedieu, bienvenue. Merci. Avec plaisir. Vous intervenez régulièrement à la télévision pour partager vos prédictions, mais vous avez aussi une vision très incarnée de la spiritualité. Vous avez publié notamment Naître médium, c'est sorti chez Animae, livre dans lequel vous revenez sur la découverte de votre don dès l'âge de 9 ans, on va en parler. Et puis vous serez également l'une des personnalités présentes au Salon des Arts Divinatoires du Mieux Vivre et de la Vitalité, au cœur de l'Invisible, qui sera à Paris, à l'Espace Champéret. Ça sera du 12 au 15 février 2026. Et on sera là au rendez-vous. Avec plaisir. C'est excellent sur Sud Radio. Bienvenue chez vous à toutes et tous et encore bonne année. Mélissa d'Acosta, donc on parle de Fauve, ça sort mercredi prochain et moi je l'ai lu avant tout le monde. C'est chez Albin Michel. Je fais un petit pitch. C'est un jeune homme qui s'appelle Tony, qui a 17 ans et qui choisit la fuite plutôt que la survie à domicile, grosso modo. C'est un peu ça. Pour échapper à la brutalité de son père, il se glisse dans un monde où le danger est pas loin non plus, cirque itinérant, peuplé d'hommes, de femmes et puis d'animaux sauvages aussi. Dans l'arène, il va apprendre à se tenir droit face à la peur, à lire les corps, à respecter la menace. Chaque jour va l'obliger à composer avec l'instinct, avec la violence contenue, la frontière fragile entre domination et liberté. Peu à peu, il comprend aussi que le plus grand des combats ne se joue pas derrière les barreaux, mais bien en lui. Est-ce que ça vous va comme pitch, Mélissa d'Acosta? Alors c'est le récit d'un passage quand même, Fauve, d'une métamorphose, d'une tentative aussi de réconciliation avec le noyau en fait, j'ai envie de dire, de qui on est quoi. C'est ça que vous avez envie de nous dire en premier, j'ai l'impression. Oui, Fauve pour moi c'est vraiment un combat. Mais c'est pas le combat d'un jeune homme face aux fauves ou face aux autres hommes, même si ça peut donner cette impression-là. C'est vraiment un combat intérieur contre de Tony contre lui-même, avec cette part d'enfant qui est encore très très vivace et très présente en lui, qu'il essaye d'envelopper, d'accueillir sans tout à fait y parvenir, et puis la présence du père tout au long de ce roman qui est très très forte aussi. Alors forcément on se dit qu'il y a toujours de l'intime dans un roman. Vous vous basez un petit peu sur votre expérience personnelle ou pas du tout, Mélissa, pour celui-là? Non, pas forcément. Après... Qu'est-ce qui vous inspire? Je sais pas toujours d'où viennent les idées. C'est cette histoire-là, vous savez pas. Mais pour le coup, je suis maman de 2 petits garçons, et donc la question de qu'est-ce qu'on leur lègue, c'est une vraie question. De à quel point chaque geste du quotidien peut laisser une empreinte très très forte dans la vie d'un enfant et dans sa construction. Voilà, c'est quelque chose que j'avais très très fortement en tête, et je pense qu'il m'a incité à traiter ce sujet de comment on éduque les petits garçons. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on les éduque à une certaine forme de domination, de violence symbolique ou pas? Comment on y échappe? Et c'est les mères qui ont ce rôle-là beaucoup en fait. Oui, même si les pères devraient aussi prendre leur part dans ce combat. Alors ces fauves quand même, dans ce livre, ils deviennent les miroirs en fait aussi de Tony, parce qu'ils sont indomptables, ils sont blessés, ils sont enfermés. Finalement, vous révélez aussi ce qu'il tente de dissimuler lui-même ou de se dissimuler à lui-même. C'est ça. Oui, ces fauves, c'est vraiment fauves un qui tournent miroir, en cage. Oui, ils viennent en miroir de Tony, et même je dirais en miroir de toutes les personnes qui gravitent autour d'eux. Chaque personnage de ce roman est enfermé dans sa propre cage, dans ses croyances, C'est un peu ce qu'on vit tous aujourd'hui aussi. C'est une petite critique de notre société actuelle, Mélissa d'Acosta. Oui, on a tous objectivement une petite cage différente pour chacun. Qu'on s'est parfois auto-créé. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans votre phrase sur la page de garde, c'est « On peut sortir de la jungle, mais la jungle ne sort jamais du tigre ». C'est ça? C'est Bill Watterson, c'est dans la BD Calvin et Hobbes. C'est une BD que vos enfants lisent, j'imagine. Pas encore. Pas encore, d'accord. C'est une super BD. C'est Calvin et Hobbes, allez on se tire. Et c'est une citation qui résume, qui résonne
en fait, avec votre roman, parce que on peut fuir un passé violent, mais les traces en fait qu'il laisse, on peut pas les fuir. On est obligé de les affronter, quoi. Ouais, c'est un petit peu le message de ce roman. Le but n'était pas forcément de passer un message absolument fataliste et pessimiste, mais quand même lucide. Et en effet, quand la violence frappe si fort et si jeune et accompagne chaque âge de la vie de cet enfant, puisque Tony, il a vécu dans ce terreau très hostile, très dysfonctionnel, jusqu'à ses 17 ans, sans autre présence que ce père tout-puissant. Et donc, il fait tout ce qu'il peut pour sortir de cette violence qu'il a en lui, mais... Il porte la jungle en lui comme le tigre, en fait. C'est ça, c'est-à-dire qu'il a encore des réflexes par rapport à ses propres blessures, sa manière d'être au monde. C'est presque... C'est un combat qu'on traverse tous, en fait. Mélissa d'Acosta, à plus ou moins haut niveau, j'ai envie de dire. Finalement, c'est vous nous racontez notre humanité, quoi. Ouais. Oui, complètement. Alors, vous avez fait un petit travail documentaire, parce que vous parlez des circassiens quand même, notamment autour d'un livre, d'un article qu'il y a eu sur la famille Grus, que je connais bien, on les a reçus ici. On les aime beaucoup sur Sud Radio. C'est très intéressant parce qu'il y a une vraie transmission dans ces familles-là. Ils sont assez fermés au monde extérieur en général. Et là, Tony, quand même, il arrive à s'immiscer là-dedans, quoi. Cette recherche, elle était importante parce qu'en fait, vous parlez vrai, en fait. C'est ça, Mélissa d'Acosta. Oui, j'essaye dans chaque roman d'être au plus près de la vérité et de ne pas enjoliver, de ne pas être avec des stéréotypes énormes. Donc oui, j'ai fait un gros travail documentaire pour être au plus près de leur mode de vie, de leur culture, de leur transmission. Alors non, j'ai pas osé. C'est pas encore quelque chose je vais vous les présenter. Voilà. J'ai beaucoup lu, j'ai regardé les vidéos. Vous savez qu'ils font je le dis pour les auditeurs, les auditrices qui nous entendent, vous avez des répétitions ouvertes le dimanche matin. D'accord, je savais pas. Au chapiteau Grus, au Bois de Boulogne à Paris. Donc vous pouvez aller les rencontrer. Alors ce qui est intéressant, c'est que la famille Grus, eux, ils font hyper attention à leurs bêtes. Les chevaux, c'est on va dire que c'est les rois, les reines du spectacle, et ils sont hyper cajolés, quoi. Ce qui est pas forcément le cas dans votre histoire à vous. Et en plus, les fauves, maintenant c'est interdit. Ouais. Donc c'était aussi important de mettre ces bêtes-là pour parler de cette sauvagerie aussi qu'on a tous en nous. Oui, alors j'ai placé l'histoire dans les années 80 de façon à ce qu'il y ait encore des fauves. J'avais besoin que mon jeune Tony, qui se débat contre sa propre sauvagerie, sa propre violence et son animalité, soit confronté à des fauves. Je le voulais absolument parce que les fauves lui renvoient une image de lui-même en miroir. Et il se confronte à l'éducation qu'il a reçue et à la façon dont lui-même va essayer d'éduquer une jeune panthère qu'on lui confie. Et il va s'apercevoir d'à quel point il fait guère mieux que son père. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se jouent en miroir grâce à ce lien avec le fauve. Et alors, il y a aussi la domination, la hiérarchie, la peur qui va avec, et puis cette violence défensive, en fait. Dont il est héritier, quoi, qui est très intéressante. On se demande qui est vraiment sauvage dans l'histoire, en fait. Vous avez la réponse? En fait, on a d'une part les animaux qui sont dans la sauvagerie. Eux, leur violence répond à 100% à quelque chose qui tient de l'instinct, la survie, se nourrir et se protéger, tout simplement. Et de l'autre côté, on a les hommes qui ont une violence beaucoup plus insidieuse, beaucoup plus invisible, plus systémique, plus réfléchie. Et c'est intéressant de voir en miroir. Quelle est la vraie sauvagerie? Quelle est la vraie? Oui. C'est une vraie question. Annabelle de Villedieu, je rappelle que vous êtes médium notamment, on va y revenir tout à l'heure. À première vue, vous avez quand même une démarche bien différente toutes les deux avec Mélissa d'Acosta. L'une écrit des romans, l'autre témoigne de l'invisible. Vous témoignez un peu de l'invisible, en fait, Mélissa d'Acosta, vous aussi, je m'auto-contredis. Pourtant, vous avez aussi un autre point où vous vous retrouvez dans vos démarches. Vous parlez de territoires de fractures qui sont marqués par la résilience. Finalement, ce qu'on subit, ça nous définit pas, quoi. Définitivement, on peut le changer, en fait. C'est ça que vous nous dites, Annabelle. Pour moi, en fait, rien n'est définitif quelque part. Et comme le disait Mélissa, ça me parle complètement, en fait. On est construit dans notre enfance avec tous nos mécanismes de survie dans un environnement qui parfois est toxique. Et je me permets de parler comme ça parce que je suis aussi thérapeute en déprogrammation des mémoires cellulaires. Et qu'en fait, en effet, et pour moi, ce n'est pas une fatalité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut faire ce travail avec soi pour arriver finalement à déprogrammer tous ces programmes qui ont été mis en place à un moment donné dans notre système, qui était un système de survie. Voilà. Et en fait, en effet, pour moi, rien n'est définitif dans ce schéma, en fait.
La déprogrammation chez vous, Mélissa d'Acosta, elle passe par en fait la confrontation à soi-même qui permet une résilience derrière, parce qu'en fait, s'il n'y a pas ce stade du miroir, en fait, il n'y a pas on peut pas se soigner, quoi. Oui, et encore, il faut-il accepter de se regarder dans un miroir. Tony n'est pas capable de le faire vraiment, et c'est pour ça qu'il s'en sort pas si bien que ça, sans vouloir trop en révéler. J'ai pas spolié, c'est vous. Non. Moi, j'ai rien dit. Non, j'ai rien dit, mais en tout cas, il est pas prêt à la déprogrammation. Finalement, ce que vous cherchez, c'est pas à nous rassurer, c'est à nous dire la vérité, quoi. Ah oui. C'est ça. Et des fois, ça vous inquiète pas vous-même, Mélissa, d'écrire des trucs comme ça? Non, ça va. Non, ça vous fait du bien. Tout va bien. Finalement, il y a aussi la difficulté de rompre le cycle, parce que depuis tout à l'heure, on parle de résilience, mais c'est pas si simple que ça, quoi. Hein? Et oui. Et oui, vous, comment vous faites pour rompre le cycle, Mélissa? C'est en écrivant? Peut-être, oui, sans doute. Après, je sais que j'ai un regard assez lucide sur beaucoup de choses. Je ne me cache rien à moi-même. J'ai pas peur d'affronter les choses, donc je pense que ça aide aussi beaucoup. Et c'est pour ça que vous touchez le cœur des gens aussi, c'est parce que vous parlez vrai avec une authenticité qui finalement nous touche tous, parce qu'on traverse tous des événements similaires, j'ai envie de dire. Oui, sans pouvoir parfois mettre les mots dessus. C'est ce qui aide beaucoup les lecteurs, de trouver les mots de quelqu'un d'autre, mais qui viennent faire écho si fort en eux. Ouais. Et vous avez des lettres comme ça de gens qui vous disent votre histoire, beaucoup. Oui, j'imagine. complètement. Mais rien qu'en arrivant en voiture, j'ai lu un message d'une femme sur les réseaux sociaux qui témoignait justement de cela. Elle avait fait circuler le livre auprès de ses proches pour leur dire, voilà, en le lisant, vous me comprendrez profondément, c'est ce que j'ai traversé. Alors finalement, écrire, ça permet de guérir, et ça permet aussi de donner des voix aux autres. Oui. Mélissa d'Acosta. Leur prêter notre voilà, nom, c'est joli. Et ben voilà, vous restez avec nous sur Sud Radio, c'est excellent, on revient juste après la pause, on est avec deux femmes d'exception pour cette première de l'année, l'auteur que vous connaissez tous, Mélissa d'Acosta, puis la médium reconnue elle aussi, Annabelle de Villedieu. Moi je vous dis à tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Merci de votre fidélité à cet excellent sur Sud Radio. Joyeuse année 2026 à toutes et tous. Avec moi, la romancière à best-seller Mélissa d'Acosta et son tout dernier, Fauve, qui sort mercredi prochain. On est sur une exclue Sud Radio aujourd'hui. Ça sera le 7 janvier, puis c'est chez Albin Michel. Et puis à ses côtés, la médium Annabelle de Villedieu, son livre Naître médium chez Animae, sans oublier sa présence au Salon des Arts Divinatoires du Mieux Vivre et de la Vitalité au cœur de l'Invisible qui se tiendra à Paris, à la porte de Champéret, à l'espace Champéret, du 12 au 15 février 2026. Alors Annabelle de Villedieu est votre livre, Naître médium chez Animae. Vous nous racontez en fait un peu votre vie, c'est ça, voilà. Vous nous racontez qu'à 9 ans, vous avez eu un grave accident et que vous avez vécu une rupture radicale avec le monde, ce qu'on appelle ordinaire, parce que qu'est-ce que c'est la normalité? On peut se poser la question. C'est une expérience fondatrice qui révèle chez vous une hypersensibilité, une perception aussi élargie qui va bouleverser complètement votre rapport à la réalité. Au départ, c'est un fardeau. Et puis ensuite, tout d'un coup, votre faculté, elle devient un peu un chemin, quoi, en fait. C'est ça. Et puis, vous nous racontez, du coup, 20 ans d'expérimentation, de formation, d'initiation spirituelle. Vous avez fait beaucoup de voyages. Beaucoup de voyages initiatiques à travers le monde. Parce que je pense des chamans. Ça, je peux pas transmettre quelque part ce que j'ai pas moi-même compris, traversé. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Du coup, je suis une expérimentatrice de la vie, en fait. Vous avez fait beaucoup de voyages mystiques, en fait. Beaucoup de voyages spirituels à travers le monde. J'ai vécu avec les guérisseurs mayas au Mexique, les chamans au Pérou, l'Inde, le Tibet, oui, beaucoup l'Égypte, beaucoup de voyages initiatiques. Donc c'est un récit de transformation, mais en fait c'est pas une transformation qui s'arrête chez vous, c'est une transformation perpétuelle, c'est un mouvement permanent, il n'y a jamais d'arrêt, quoi. Vous n'êtes jamais en pause. C'est vrai, mais en fait c'est l'éternel mouvement de la vie quelque part. Bien sûr. C'est infini, c'est cette quête de soi quelque part. Et en fait, moi, j'ai toujours eu ce don, en effet, depuis que je suis toute petite, avec cette hypersensibilité dans un milieu qui ne me comprenait pas du tout, d'ailleurs. Donc, c'était très, très compliqué. Milieu très cartésien. Très cartésien, milieu aristocratique, avec beaucoup de principes. Alors, médium, c'était pas du tout accepté, ni acceptable. Alors, naître médium, c'est un titre essentiel parce que pour vous, c'est pas devenir, c'est naître à soi-même, quoi. C'est ça, parce que en fait, pour moi, la médiumnité, c'est vraiment un chemin d'âme. On arrive avec cette capacité, on arrive avec cette forme de mission quelque part, qui est au-delà de nous. Et moi, j'ai lutté quand même tout un moment dans ma vie pour ne pas vraiment y aller, jusqu'au jour où la vie m'a tout enlevé. Pourquoi ça vous faisait peur, en fait, c'est ça,
Bien, en fait, peut-être, j'étais pas prête, je pense, vraiment d'aller vers le chemin, mais en même temps, je l'ai toujours fait depuis toute petite. Je voyais les décédés, je voyais l'intérieur des corps, j'avais des flashs en permanence, parce que moi, je suis médium clairvoyant, donc j'ai des images. Donc, j'ai toujours été habitée par ça. Vous restez avec moi après l'émission, j'ai des questions. Avec plaisir, avec plaisir. Alors, votre récit, il est structuré comme un voyage. Il y a les rencontres, il y a les enseignements. Les rencontres sont très importantes, hein, mais ça, je pense que c'est vrai sur tout chemin. Mélissa d'Acosta, la rencontre, elle fait le chemin aussi, quoi. Bien sûr. Hein, ouais, voilà, c'est hyper important. Les enseignements, les traditions spirituelles croisées aux quatre coins du monde. Dites-nous une des plus marquantes, tiens. Vraiment une rencontre, un chaman qui vous a... Une des plus marquantes, c'était une expérience au Mexique, en fait, Ouais. où j'ai vécu un soin absolument incroyable. Je crois que j'allais mourir d'ailleurs. Je me suis retrouvée dans la tétanie totale de mon corps. Et je me suis dit, mais mon cœur est un muscle, donc en fait, je pense que je vais vraiment mourir. Et il me restait plus que ma respiration, comme souffle de vie. Et en fait, je me suis focalisée. J'avais pas d'autre choix en fait. Soit je m'affolais, à mon avis, je risquais gros. Soit je me focalisais sur ce souffle. Et c'est ce que j'ai fait. Et je suis devenue en fait le souffle de l'univers. En fait, j'ai rencontré la respiration, cette espèce de mouvement infini de l'univers. Vous l'avez ressenti vraiment, ça. Tout d'un coup, vous êtes dans un tout, quoi. C'est ça. C'est ça. C'était une Vous expérience avez pris extraordinaire. ils vous donnent des herbes, des trucs comme ça. Alors non là, j'avais pas pris au Mexique, mais au Pérou, oui, j'ai expérimenté les plantes chamaniques. J'ai expérimenté un peu tous les états modifiés de conscience sous toutes leurs formes, que ce soit dans les trans, que ce soit avec les plantes chamaniques, que ce soit avec différents types de chamanisme. Voilà, j'ai fait beaucoup d'initiations parce que bon, je suis une voyageuse de l'âme et de l'esprit. Donc c'est passionnant. Hein. Alors, chaque étape que vous avez vécue, elle a apporté un éclairage nouveau qui vient compléter votre puzzle, en fait, Annabelle de Villedieu, hein, c'est ça. C'est ça. En fait, je pense que comme le disait Mélissa, mon expérience, quelque part, parle à l'expérience de tout à chacun. Et moi, j'ai beaucoup de retours aussi de personnes qui me disent « Ah là là, ça m'a donné des réponses, Annabelle, je comprends. Ça fait du bien aussi de pouvoir s'identifier à, de comprendre. » Et ça, je pense que c'est un peu le but de mon livre, c'est ça aussi. C'est cette transmission-là. Les rôles modèles, quoi. C'est ça. C'est ça. Ça nous donne des idées qu'on n'aurait pas forcément tout seul. Vous êtes thérapeute, vous l'avez dit, en déprogrammation de mémoire cellulaire. Parce qu'en fait, ce que vous expliquez, Annabelle, c'est que le corps, il garde des traces de choc, des blessures, des silences. Et c'est pas des expériences qui vont disparaître, elles marquent notre chair à jamais, mais elles peuvent être transmutées si on travaille dessus correctement, si elles sont reconnues. Le miroir, hein, on en revient là toujours. Vous avez quand même pas mal de points communs finalement toutes les deux. Alors, c'est tout le travail chamanique quelque part d'aller chercher profondément, d'accueillir profondément son ombre pour rentrer à l'intérieur, pour la regarder pleinement, l'accueillir et qu'elle se transmute en lumière en fait. C'est tout ce chemin de l'être. Et pour vous, la transformation, ça a été quand même celle d'une enfant, Annabelle de Villedieu, hypersensible, mal aimée, qui a appris à faire de sa fragilité une force et à s'embrasser la mission que le destin lui avait posée sur la route, en fait, j'ai envie de dire, mais ça a mis du temps. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Et oui. C'est vrai que la petite fille, ça a été un chemin douloureux et difficile, mais qui m'a permis aussi d'être qui je suis aujourd'hui. Parce que je ne peux pas traverser toute cette... Il y a toujours quelque part derrière la faille, la force. Ouais. Et quand on vit quelque chose où on est face à la violence, eh bien, à un moment donné, on devient un guerrier, quelque part, on n'a pas le choix. Et c'est pas inhérent à toute chose, ça, finalement, parce que vous parlez de dualité, quoi, là, c'est ça que vous dites. C'est-à-dire que tout est lié tout le temps et qu'en fait, même chaque expérience négative peut nous amener, si on le décide, à quelque chose de beaucoup plus positif. C'est ça. Et moi, je parlerais plutôt d'unité, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le yin et le yang. C'est-à-dire que tout peut se transmuter en permanence. Ombre, lumière, ombre. C'est vrai, c'est une autre vision. Alors, il y a aussi la déconstruction sur le don spectaculaire de la médium. Hein. Vous, c'est vraiment une réponse adaptive à un traumatisme. C'est ça, hein. C'est pas un truc tout d'un coup... je sais pas, j'ai pas les mots, en fait. Vous allez peut-être pouvoir les mettre, vous. Par rapport à ma médiumnité, en fait, moi, je suis quand même arrivée avec ça, toute petite. Mais vous l'avez pas reconnu tout de suite, quoi. Non, mais en fait, c'est vrai que j'ai vécu à 9 ans un gros accident de voiture qui m'a complètement révélée, en fait. Parce que dans ma chambre d'hôpital, voilà, où je suis restée 1 mois avec un trauma, à devoir réapprendre à manger, à marcher, etc., j'ai vu les morts devant mon lit. Et là, ça a été une forme de révélation, en fait, complète. Qu'est-ce qu'ils vous disent?
En fait, quand on est médium, on est cette capacité d'être un passage aussi pour eux, donc puisqu'il y a cette connexion d'un passage d'un monde à l'autre, c'est ça? D'un monde à un autre, c'est ça. On a cette possibilité de communiquer avec eux pour pouvoir les aider aussi à faire ce passage, parce qu'il y en a Du beaucoup coup, qui vous sont croyez pas à partis. l'enfer et au paradis et au purgatoire et tout ça? C'est quoi l'histoire? On peut savoir un peu plus? Je pense, non, je ne mettrais pas l'enfer et le paradis, parce que là, je serais dans une dualité, mais je mettrais plus une conscience universelle, en fait. Donc, pour vous, quand on meurt pas, quoi? Non, c'est un passage. C'est un D'accord. passage à un autre état. Ok. De toute façon, tout se transmute, c'est les lois de la physique, de Lavoisier. Et est-ce que vous pensez pas finalement que quand on écoute ça, si on s'intéresse un peu à la physique quantique et tout, qui nous dit que le vide est plein, en fait, Et oui. tout d'un coup, on se dit que ce qu'on considère aujourd'hui comme de la magie, ça sera peut-être explicable dans 100 ans par la science. Bien sûr, en fait. Alors, c'est vrai que moi, je suis quand même scientifique aussi. J'ai fait tout un parcours d'études scientifiques. J'ai terminé ingénieur dans l'industrie aéronautique. C'est quand même très marrant. J'adore. C'est génial. Ce qui m'a beaucoup servi. J'ai Devenez pas compris. ingénieur, vous serez médium. Et c'est ce qui a beaucoup interpellé les médias quand j'ai commencé il y a 25 ans, parce qu'ingénieur et médium, c'était pas possible, en Ah fait. oui, ça, je suis d'accord. Mais oui, avec la physique quantique, on explique beaucoup de choses, et que le médium a cette capacité même d'aller capter l'information dans d'autres plans de conscience, au-delà de la vitesse de la lumière, où tout est, en fait. Le présent, le passé, le futur. Donc oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses, finalement, qu'on peut expliquer. Mais on a aussi une limite dans notre propre conception, cerveau. Aujourd'hui, on n'accède pas à tout. On utilise un tout petit peu, Ah en oui, fait, hein, c'est ça, infime partie. 12% de nos cerveaux, c'est ça? Il y avait un excellent film de Luc Besson, qui est, d'ailleurs... Lucie, merci, Ah oui. cher Juju, réalisateur. Très intéressant, ce film, d'ailleurs, je trouve. Ouais. Mélissa Dacosta, dans Fauve, on sent que le corps et l'instinct, ils savent avant la tête, quand même. Tony, il est un peu comme ça, non? Oui, mais tout passe par le corps chez lui. Il a très peu de pensée consciente. Toute émotion passe par le corps, des coups, des crachats, une espèce de raidissement des membres. Tout passe par le corps, uniquement par le corps. Et c'est peut-être le problème aussi. Parce qu'il n'arrive pas à le conscientiser, en fait. Il a hein. du mal à conscientiser, il a encore plus de mal à exprimer. Donc tout est transmuté en action. Donc, ce que vous nous dites, en fait, c'est que si on écoutait nos corps, on comprendrait un peu mieux où on est, quoi. J'en Nos suis chemins de vie, en persuadée, fait. oui, j'en suis persuadée. Ouais. Encore C'est un parle. petit peu comme dans le monde de l'invisible, finalement. C'est-à-dire que c'est l'intuition avant tout, quoi. Hein ça oui. vous touche, vous avez une perception de ce monde que nous raconte Annabelle de Villedieu, de ce monde invisible qui nous entoure et qu'on voit pas, du coup, par définition. Je dirais pas que j'ai des perceptions, mais je suis intimement convaincue, sans savoir pourquoi, que oui, le monde invisible est là, existe. Voilà, je ne ressens rien de particulier, si ce n'est cette conviction. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous avais promis une émission un peu magique aujourd'hui, je me suis pas trompée. Vous êtes sur Sud Radio, c'est un bon choix, vous l'aurez compris, c'est excellent. On est avec la médium Annabelle de Villedieu et puis la grande romancière de talent qu'on connaît bien. Je vous recommande son livre d'ailleurs, Fauve, Mélissa Dacosta. Restez avec nous, on revient tout de suite. Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair. C'est excellent sur Sud Radio. Tous mes vœux à toutes et tous pour cette année 2026. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir pour vous Mélissa Dacosta, figure incontournable du roman contemporain, qui signe un nouveau roman, Fauve. C'est à paraître mercredi prochain, le 7 janvier, aux éditions Albin Michel. Et puis à ses côtés, Annabelle de Villedieu, médium, autrice de Naître médium, publiée chez Animae. Et puis également, on va vous retrouver, je le redis, Annabelle, au salon Au cœur de l'invisible. C'est le rendez-vous des arts divinatoires du mieux vivre et de la vitalité. Ça sera à Paris, à l'espace Champéret, du 12 au 15 février. Alors, Mélissa Dacosta, je voudrais quand même qu'on parle d'un petit point qui est important dans votre roman aussi, c'est la culture tzigane. Oui. C'est-à-dire que c'est une culture qui n'a pas de folklore. Sans folklore dans votre... Il y a un folklore, mais dans la manière que vous l'abordez, il n'y a pas d'idéalisation non plus. Et ce qui est intéressant dans cette culture, parce qu'on va parler un peu de la place de la femme, on est quand même 3 femmes autour de ce plateau, c'est qu'elle y est centrale, mais elle est ambivalente. Ouais. Dans la culture tzigane, la femme. C'est-à-dire qu'elle est autant le pilier, en fait, et la gardienne de la tradition, que celle qu'on soumet à des règles strictes et qui est un peu terrassée par des rapports de domination, j'ai envie de dire. Oui, c'est toute l'ambivalence de la place de la femme dans cette communauté, mais comme dans beaucoup d'autres. J'avais envie de dire, c'est un peu toute l'ambivalence permanente c'est universel. de la femme. C'est ça. Complètement. À la fois avec cet idéal, ce regard de... C'est la pureté absolue, la mère de tout, le socle, elle est nourricière, elle est aimante, protectrice. Et à la fois, elle est confinée à l'intérieur de sa roulotte.
dans le cas de cette communauté, mais de sa maison pour d'autres, dans d'autres cultures, avec des injonctions très très fortes à la maternité. Et puis elle se marie très tôt. Enfin, oui, complètement. À peine adolescente, cet idéal de pureté aussi, qui fait beaucoup de dégâts. Ce jugement permanent, les femmes s'épient entre elles. Les femmes entre elles, je crois que c'est le pire, ouais. Mais les hommes les épient aussi, mais en tout cas, il y a ce regard social qui mais par est exemple, hyper la République fort. islamique d'Iran, les femmes qui se font dénoncer quand elles portent le voile, c'est par les femmes qui sont gardiennes de la révolution. Donc c'est quand même souvent les femmes qui dénoncent les autres femmes. Est-ce que ça, c'était aussi une manière pour vous de déjà de parler de quelque chose qui vous touche et surtout de dénoncer ce biais qu'on retrouve effectivement dans tant de sociétés? Oui, bien sûr. Oui. Et d'ailleurs, il s'agit pas de pointer du doigt la culture tzigane particulièrement, parce qu'on voit que Tony vient d'une famille tout à fait classique du nord de la France, et il est lui aussi bourré de stéréotypes, d'idées toutes faites et de cette espèce de haine de la femme qui est soit mère pure, vierge, soit la maman ou la qui putain, ne quoi. mérite On peut le pas dire le par moindre le vrai respect. sur Sud Radio, on la Et il connaît. n'y a pas de juste milieu. Voilà, c'est très binaire comme regard. C'est souvent le cas d'ailleurs. Alors on leur dit coucou à ceux qui pensent comme ça. Bienvenue dans cet excellent, vous venez parler. Et vous alors, Annabelle, on va quand même parler 2 minutes aussi de Annabelle de Villieu, de votre présence à ce salon au cœur de l'invisible, qui est du 12 au 15 février 2026, donc de cette année. Nous sommes en 2026 à l'Espace Champéret à Paris. C'est pas qu'un rendez-vous ésotérique, c'est ça qui est intéressant et c'est ce qui m'a aussi interpellée, c'est que c'est vraiment un rendez-vous du bien-être, de se sentir mieux. Il y a une dynamique plus large aussi, c'est un retour aux questions du sens aussi, se retrouver des repères dans une société où c'est un peu compliqué. C'est pour ça que vous y allez ? C'est sûr qu'aujourd'hui, on a besoin d'autres repères que ce que la société nous propose, parce que je pense beaucoup de personnes sont très perdues. Je pense que dans le bien-être, en effet, on peut retrouver quelque chose qui va nous ouvrir sur nous-mêmes, en fait. Ça, c'est intéressant. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, dans le titre, il y a le mieux vivre. C'est ça, c'est-à-dire le but c'est de trouver des manières de faire en sorte de mieux vivre, et peut-être que si nous on vit mieux, la société se portera mieux. Oui, tout est on pense que on est émetteur-récepteur et que quand chacun va bien, le monde va bien. Quand on émet de l'énergie positive, on crée aussi cette énergie. Donc, vous y croyez à ça vraiment, à ce qu'on envoie, on le reçoit, quoi? La puissance, oui, tout à fait. La puissance de la parole, la puissance du verbe. Oui, j'y crois. On est créateur quelque part. Pourtant, je fais de la médiumnité. Et qu'est-ce que vous allez faire sur ce salon? Eh bien, je vais recevoir des personnes en tant que médium, pour le coup. Alors, pour moi, le médium, c'est pas uniquement celui qui voit les morts. Le médium, c'est le canal, c'est l'intermédiaire entre les mondes. Qui fait passer les messages. Voilà, donc ça peut être un médium clairvoyant, clairaudient, et le médium spirit qui voit les morts. Et le musicien, l'artiste aussi, qui est dans cette connexion, est aussi un médium. C'est vrai. Donc, je vais... On est tous un peu des médiums, en fait. Oui, on a tous cette capacité, en tout cas, de pouvoir se relier à d'autres plans et d'être cet intermédiaire. Il faut juste être à l'écoute, quoi. Ça, c'est peut-être le plus compliqué, et en fait. Prise. Lâcher prise. Alors vous, Mélissa d'Acosta, quand vous avez commencé à écrire, c'était un peu en secret, non? Vous n'avez pas d'ambition littéraire tout de suite, quoi? Non. Non, pour le plaisir. Marche, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est d'abord un espèce d'espace intime, en fait, pour vous, où vous déposez ce que vous n'aviez pas envie de dire à voix haute? Oui, et puis vivre d'autres vies, parce que c'est petit, une seule existence. C'est étroit. Et donc j'avais envie d'autres peaux. Ça d'habitude. Voilà. Et alors, comment tout d'un coup vous dites, bah là, je vais me lancer, je vais me faire publier, quoi? Parce que quand même, vous êtes une des, je redis, vous êtes une des romancières françaises les plus lues internationalement aussi. C'est-à-dire, vous cartonnez, c'est impressionnant. C'est quand même très impressionnant, votre chemin. Merci. C'est excellent. Non, j'y suis allée par phase. La première étape étant déjà d'être lue par quelqu'un d'autre que moi-même. Il m'aura fallu qui, alors, près de 20 ans. C'était ma marraine. D'accord. Parce que je pouvais pas faire lire à votre compagnon, ma mère, à mon compagnon, à mes sœurs, c'était trop proche. Ouais. La marraine était proche, mais détachée. Un peu plus détachée. Et puis bon, première étape, être lu auprès de soi. Et puis ensuite, j'ai utilisé Internet et l'auto-édition. Ça permet d'être lu beaucoup plus globalement, mais tout en restant aussi caché derrière un simple
profil. C'est quoi le sur déclic? C'est un site. éditeur c'est m'a Albin Michel qui contacté. vous contacte, c'est ça? Alors c'était Carnet Nord à l'époque D'accord. qui m'a contacté. Parce qu'ils ont vu que ça cartonnait. Et C'est ils se sont dit, ça. attends. Sur le site où je l'avais déposé, ça cartonnait. Et sur votre site, vous en avez le premier, vous en avez vendu combien comme ça toute seule alors? Alors, je sais même pas. En fait, c'était même pas à vendre. C'était N'importe juste à qui lire. pouvait le lire gratuitement. Ah oui, c'était le PDF. Hein. Ah mais complètement. J'en connais d'autres qui m'envoient des PDF. Hein. Ok. Et du coup, ça vous a dit, bon, quand vous avez l'éditeur qui vous a appelé, vous avez dit, allez, je suis obligée, je peux plus me cacher, quoi. Ah oui, non, puis là, il Vous aviez s'agissait envie, plus en de se fait. cacher. C'était Ouais. une validation. Donc, D'accord. s'il me faisait confiance, c'est que. Et alors, vous avez fait combien? Une dizaine de livres plus tard, c'est ça? Aujourd'hui Ouais. Oui, 9, si je dis pas de bêtises. D'accord. On est au Et 9e. ça serait quoi votre regard sur cette première fois, du coup, maintenant, aujourd'hui? Bah c'est le moment le plus intense, je pense, la première fois. On a beau faire beaucoup plus de ventes, beaucoup plus de promos, beaucoup plus de bruit en sortant un roman 6-7 ans plus tard, il n'y a rien de plus intense que cette première fois. Ça vous rend pas nostalgique, quand même? Non. Bon. Non. Ça va alors. Et vous, alors, Annabelle de Villedieu, ce qui est fondamental dans votre parcours, c'est que rien n'est immédiat. Il y a le temps long, et ça m'a pas mal touchée. La médiumnité, c'est pas une évidence, c'est une construction progressive chez vous. Et voilà. Et en fait, c'est un chemin que vous avez choisi, mais qui s'est imposé, quoi. Oui, en fait, c'est une acceptation à un moment donné ce qui est au-delà, finalement, de nous-mêmes. Hein. Parce que, comme je le dis, on s'improvise pas médium, on arrive avec quelque chose qui fait partie de nous, intrinsèquement parlant. Et je pense que c'est vraiment, pour moi, un chemin d'âme, avant tout. Donc voilà, et je pense que c'est pas facile d'accepter cette hypersensibilité, cette différence, de capter le monde avec une autre vision, on se sent très à part en fait, hein, et pas toujours compris. Donc à un moment donné, on n'a pas envie de ça, on a envie aussi de faire partie du moule quelque part. Mais on peut ça pas fait y mal à la échapper. tête aussi d'avoir tous ces gens qui viennent vous parler toute la journée, non? Au bout d'un moment, vous n'avez pas toujours envie, quoi. En fait, oui. Enfin, voilà, à un moment donné, on a envie d'être comme tout le monde, entre guillemets. Et voilà. Donc, mais à un moment donné, c'est plus fort que ça. C'est-à-dire que quand on a un vrai don, c'est quelque chose auquel on ne peut pas échapper, puisque ça fait partie vraiment de cette mission qui nous est donnée. Et si vous cherchez trop à y échapper, ça vous fait encore plus mal à la tête, non? Ah ben oui, c'est ça. C'est ça, le Et puis, truc. de toute façon, la vie nous y ramène quoi qu'il arrive. Mais vous parlez de sensibilité, c'est bien parce que ce qui relie aussi vos deux parcours à toutes les deux, c'est cette place que vous accordez à la sensibilité, tant dans votre vie que dans votre écriture. La sensibilité, c'est très important, c'est un fil conducteur chez vous aussi, Mélissa d'Acosta. De vos personnages, la vie à vivre, quoi. Oui, c'est une façon d'être au monde, tout simplement, de vivre. De s'accepter Sans aussi, ça, quoi. on a un sens en moins, quoi. Ouais. La sensibilité, c'est un sens? Oui, oui, D'accord. pour moi, tout ce qui est Donc on a émotionnel, 6 c'est sens, un en sens fait. à part entière. Donc on a un 6e sens qu'on n'exploite pas, c'est ça, Annabelle de Villedieu? Putain, on va y arriver là, ça va être incroyable. On va trouver le 6e sens à la fin de cette émission, j'adore. Hein, c'est ça que vous dites aussi, vous. Ah oui, on a tous, voilà. Mais après, c'est sûr qu'on est beaucoup enfermés dans nos carcans, nos systèmes, nos croyances, nos peurs. Alors, on est coupé quelque part de nous-mêmes. Parce que l'enfant, quand il arrive au monde, il est dans cette spontanéité, dans cette espèce d'originel quelque part, de sensibilité, d'émerveillement. Et puis après, il devient ce qu'on appelle cet enfant blessé, qui se coupe, qui ne s'autorise pas. Donc c'est tout ce parcours-là aussi que l'être a à faire, de se rencontrer à nouveau dans son essence. Parler de cet enfant blessé, Mélissa d'Acosta, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que cet enfant blessé, votre Tony, en fait, il est marqué à vif par les événements, et c'est cet enfant blessé-là dont il a du mal à se débarrasser. Mais c'est vrai que c'est universel, ça aussi. Ah oui. Et pour se couper de la tristesse, de la douleur, Tony, très très tôt, à l'âge de 5 ans, il a décidé qu'il ne serait plus qu'en colère. C'est la seule émotion que son père pouvait supporter d'un petit garçon et d'un homme, la colère, la rage, la fureur. Et donc tout passe par la fureur quand il s'agirait juste d'être mélancolique, triste. On n'a pas le droit à la tristesse dans votre livre, quoi. Non. En tout cas chez les hommes. Ouais. Bah, ça serait bien que ça se diffuse un peu tout ça. Eh bien, c'est excellent. Et vous savez, c'est le rendez-vous des gens excellents du dimanche à 19h sur Sud Radio pour cette première de 2026. Vous êtes en compagnie de la romancière, la Mélissa d'Acosta. Et puis de la médium Annabelle de Villedieu. Vous restez avec nous, à tout de suite. Sud Radio 7 excellent, Judith Belair. Très belle année 2026. Chaque dimanche, c'est excellent sur Sud Radio. C'est à 19h avec vous. Aujourd'hui, pour cette première, l'écrivaine à succès, Mélissa d'Acosta, et son tout nouveau roman Fauve, qui est à sortir. Je l'ai lu avant tout le monde, mercredi prochain. Chez Albin Michel, je vous le recommande. Et puis la médium Annabelle de Villedieu, autrice de Naître médium, c'est chez Animae. Je vous le recommande aussi, c'est très intéressant. Et puis invité d'ailleurs au salon Au cœur de l'invisible. C'est le rendez-vous des arts divinatoires, du mieux vivre, de la vitalité. C'est à Paris, c'est à l'espace Champéret. Ça sera du 12
au 15 février. Alors, on va revenir aussi à ce concept de temps long, parce que ça m'a frappé dans vos deux parcours à toutes les deux. Ni Fauve, ni Naître Médium, ni l'une ou l'autre dans vos parcours, vous nous proposez de solutions rapides ou de recettes miracles. En fait, ce qu'on y trouve, c'est que le cheminement, il se fait par une espèce de lenteur, de cheminement intérieur, et qu'il n'y a que le temps long, en fait, qui va réussir à dénouer. Mélissa d'Acosta. Oui, vaste sujet, mais oui. Chez vous, vos non, personnages, c'est vrai. ils avancent, ils composent, ils apprennent à vivre avec, mais ça prend du temps, quoi. Oui, c'est le cas. J'étais en train de faire une rétrospective de tous mes romans, mais en effet, c'est presque une hymne au temps et à la lenteur, oui. Surtout dans une société où ça va finalement vraiment beaucoup trop vite, quoi. Complètement. Et quand on parlait tout à l'heure de sensibilité et de s'écouter, c'est pas possible dans un temps très court et immédiat. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, Annabelle de Villedieu, chez vous aussi, on parle de temps long. Parce que vous, la médiumnité, le temps de l'accepter, la construction progressive aussi, c'est ce que vous nous dites, ce que vous nous racontez dans Naître Médium. Oui, bien sûr, parce qu'il y a un véritable parcours intérieur et qu'en fait, ça commence par ça. C'est en transformant notre univers intérieur qu'on va transformer le monde. C'est pas l'inverse. Du coup, ça ne se fait pas comme ça. Ça demande vraiment d'abord d'accepter aussi, de se regarder, de prendre cette part de responsabilité avec soi-même. Souvent, c'est pas le cas. Et puis, c'est un chemin. Vis-à-vis de soi-même, en fait. Ça prend du temps de se rencontrer pleinement. Il y a un temps d'intégration aussi, chaque expérience. Donc, c'est pas quelque chose, voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que je vois maintenant des personnes, elles font un week-end de chamanisme, elles sont chamanes. Non, mais je peux le dire. Je veux dire, le chamanisme, c'est une voie d'expérimentation. Il y a aussi des charlatans, on peut le dire. C'est sûr. Mais qui prend du temps, c'est ça. C'est un chemin, en fait, qui est parcouru avec soi et qui prend du temps de l'intégration. Et chez vous, alors, parce qu'il y a un autre sujet qui vous lie toutes les deux, c'est le poids de la parole, le poids du mot. Chez vous, Annabelle de Villedieu, la parole transmise, elle apaise, elle éclaire, mais elle peut bouleverser aussi, quoi. C'est le verbe est créateur. C'est une fréquence, quelque part, ce qu'on aimait. C'est biblique, même, j'ai envie de dire. Et oui, on peut tout faire avec Après, pour moi, c'est vraiment la conscience que l'on va mettre dans ce que l'on dit, dans ce que l'on fait, dans ce que l'on émet. Parce que quand il y a une vraie conscience, on crée vraiment la situation. D'accord, donc vous très pensez que ce qu'on dit, ce qu'on projette, en fait, on le crée, quoi. C'est-à-dire si que derrière, on y ça met peut la venir... conscience, c'est ce qu'on appelle la magie. L'âme agit. L'âme agit. C'est le langage des oiseaux, là. Et ouais. Bon, on n'est pas du tout accrochés dans cet excellent ce soir. Mais c'est vrai, l'âme agit. C'est-à-dire, c'est à nous de laisser la place, quoi. On a cette responsabilité. Intéressant. Et vous, chez vous, Mélissa d'Acosta, chaque mot engage, en fait. J'ai envie de dire, parce qu'on se reconnaît ou pas, on se projette, on se reconstruit. Enfin, votre livre, vos livres, d'ailleurs, comme vous le dites, il y a des femmes qui vous écrivent pour vous remercier d'avoir pris les mots à leur place. En fait, vraiment, il y a ce concept du poids de la parole chez vous, quoi. Oui, la parole libératoire, la parole thérapeutique aussi. Et puis le poids des mots que vous utilisez, parce que c'est des mots qui parlent à tout le monde. Oui, j'essaye en tout cas. Vous y arrivez bien. Il y a un dernier petit truc qui est moins sympa, c'est la colère. Mais alors la colère, elle est intéressante dans vos deux mondes parce que, en fait, c'est pas forcément destructeur la colère, Annabelle de Villedieu. Non, en fait, c'est vrai que quand on se coupe de soi, quelque part, quand on ravale, quand on accepte, quand on ne dit pas ce qu'on a envie, il y a une colère qui s'installe à l'intérieur de nous-mêmes. Et cette colère, c'est une énergie, à un moment donné, qu'on a cristallisée dans notre propre corps. Et cette colère, c'est une énergie puissante. C'est-à-dire qu'en fait, quand on peut la réhabiliter, cette énergie-là. C'est-à-dire que la colère, on peut à un moment donné la sortir, mais la récupérer en fait en la sortant, cette énergie qui à un moment donné s'est figée dans notre système. Donc la colère, oui, c'est très intéressant. C'est porteur quand, bien sûr, on ne va pas la décharger sur quelqu'un, parce qu'à un moment donné, si on ne la regarde pas, cette colère, et qu'on ne la transmute pas, eh bien, elle peut se retourner aussi contre nous. Et alors, chez vous, elle a une sacrée place, la colère aussi, Mélissa d'Acosta, mais c'est pareil, elle n'est pas forcément destructrice, elle peut être porteuse. Oui, si on compare deux de mes personnaires, Sabrina et Tony, tous les deux ont cette colère immense en eux. Qui sort chez Albin Michel mercredi prochain, je vous en prie. Et il y a Tony qui va se servir de la colère pour la décharger contre un petit peu tout le monde, être dans la violence physique, écraser, dominer. À l'inverse, Sabrina va
amonceler toute cette N'en colère dites pas trop. pour la mettre en action Voilà. et réaliser certains rêves. Vous voulez savoir ce que va faire Sabrina? Il faut Je n'en dire dis pas fauve. plus. Mais voilà, c'est 2 usages de la colère qui sont tout à fait différents. Ouais. Donc c'est vrai. Comme quoi, ça dépend aussi de la manière dont on se positionne soi. Complètement. Quoi. Hein, Et ça on mène pas appréhende les forcément à de la trucs. violence non plus. Non, c'est ça. Très intéressant. Bon, mesdames, vous le savez peut-être pas, mais dans cet excellent à la fin, il y a un portrait chinois. D'accord. Alors, on va passer au portrait chinois. Alors, réfléchissez pas trop à vos réponses parce que sinon, ça marche moins bien. Vous êtes d'accord? Vous êtes prêtes? On y va. Mélissa d'Acosta, si vous étiez un mot que vous refusez. Waouh. Je vous ai dit, il faut être concentré. Non. Non, J'ai vous du mal à refusez dire non. Alors, vous avez du mal à le dire Oui. et vous aimez pas qu'on vous le dise, j'imagine non plus. Oui, mais j'ai plus c'est de moi. mal. Je parviens mieux à l'entendre qu'à le dire. Je trouve que c'est D'accord. difficile de dire non. Ah bon? Pourquoi? C'est pas un truc qui vient naturellement? Non. Qu'est-ce qui vous vient naturellement? Le oui, le oui, j'arrange tout le monde, j'arrondis les angles. Vous êtes vraiment une mère nourricière, quoi. Ouais, C'est un peu fatigant, c'est non? fatigant. Faut apprendre à dire non. N-O-N, Mélissa d'Acosta. Annabelle de Villedieu, à quoi vous dites oui, vous? À la vie. Ouais, en général, quoi. À la vie, dans toute son énergie, dans sa puissante énergie. Parce que c'est une énergie qui est dans tout, en fait. Dans tout, oui. Voilà. Qui nous anime, qui nous nourrit, qui nous relie. Voilà. Donc, oui, elle a cette énergie de vie. Mélissa d'Acosta, si vous étiez un sentiment, ça serait quoi? L'euphorie. D'accord. bien. Je pensais que vous alliez me dire la colère, un truc comme ça. Non, pas du tout. En fait, en même temps, vous n'avez pas l'air très en colère. Non. Pourquoi l'euphorie? Ça donne des ailes. Vous êtes ça- euphorique Tout le temps, Alors là, souvent actuellement, non. Non. Non, on le là, saura. pas plus que ça. Non, mais je trouve que c'est une certaine ivresse, l'euphorie. Ouais, je suis d'accord. Ça vous envolez, quoi. Ouais, c'est Vous ça. aimez bien ça. D'accord. Annabelle de Villedieu, si vous étiez un lieu qui vous protège. Un lieu qui me protège, je me verrais dans ce magnifique paysage de nature, avec une cascade, voilà, la nature. La nature, Ouais. nature, mère nourricière elle aussi, L'essentiel, ouais. Gaïa, tout ça. C'est ça. Voilà. Et quand vous êtes, quelle que soit la nature, quoi, la plage, la forêt. Non, une nature verdoyante, riche. Ah, donc la forêt, quoi. Voilà, quelque chose qui nourrit. c'est ça. Ouais. Ouais. D'accord. Ça vous va bien aussi. Mélissa d'Acosta, si vous étiez une œuvre littéraire incontournable, ou alors celle que vous auriez eu envie d'écrire, tiens. Le parfum, je Ah pense. ouais, de Patrick Suskind. C'est un roman qui m'a profondément marqué et que j'aurais rêvé d'écrire. Parce qu'il a réussi, alors moi c'est un de mes préférés aussi, parce qu'il a réussi à écrire les odeurs. Oui, c'est ça. C'est On incroyable. sent tout. On sent Oui, tout ce qu'il c'est raconte. incroyable. Ouais. Alors qu'on lit, quoi. Oui. Donc comme quoi les sens sont quand même étroitement liés. Hein. Ah oui. Hein bon, vous, on sent la colère, on sent la peur, on sent... Non, quand on lit votre livre, pas Oui. vous. On sent les fauves. Voilà. Non, oui, on n'est pas loin de la cage quand même. Hein. Ah oui, oui. Donc ça, c'est vous, comme pour écrire ça, voilà, c'est votre référence, c'est Suskind, quoi. Ah le oui, oui, parfum. mais je suis très sensible dans la littérature à l'importance qu'on va donner aux odeurs. Ouais. Très intéressant. Annabelle de Villedieu, si l'invisible il vous parlait tout de suite, qu'est-ce qu'il vous dirait? Fais confiance Ah, à qui? à tout Ah, ce qui d'accord. doit être. Il vous dit ça tout le temps? Fais confiance. Fais Ouais. confiance. Ouais. Donc à vous-même, au Mais rêve. depuis toute petite, hein, j'ai D'accord. toujours eu fais confiance. Ok. Tout ce Et que tu sinon, vous n'avez traverses, pas une tout ce petite que tu prédiction vis. à nous donner à part ça, là? L'année 2026, ça va être comment en France? Ça va pas être une année facile. C'est une Ah bah année mince. peut-être, mais une année vraiment de transmutation qui va, pour moi, ça va beaucoup exploser sur 2026. D'accord. Mais ça ira mieux après ou pas? Plus sur 2027. Ok. Bon, ben, croise les doigts, hein, quand même, parce que c'est pas top en ce moment. Mélissa d'Acosta, si vous étiez 3 adjectifs pour vous décrire. Ah, je suis embêtante, Ah hein. oui. Ah oui, hein, je vous ai fait souffler et tout. Oh là là. Alors, Adjectif. Optimiste. Je suis oui. tournée vers la vie. J'accueille la vie aussi. Ça me parle beaucoup. Plutôt fonceuse. En tout cas, à travers mon écriture, il n'y a pas grand-chose qui me fait peur. Et accueillante. J'essaie d'accueillir la nouveauté, Nourricière, les autres. accueillante. Ça nous va bien, c'est bien, ça vous va bien aussi. Facile. Annabelle de Villedieu, si vous n'avez plus rien à réparer, qu'est-ce que vous feriez? Si je n'avais plus rien à réparer. Ouais.
Ah, question. un peu, hein, c'est embêtant. Ah bah mince, je sais plus quoi faire tout d'un coup. Rien à réparer. Si, je pense que je me poserai dans la paix, en fait. Hein. Peut-être que je me trouverai un petit endroit. Un petit arbre de Bouddha. Voilà, à l'autre bout du monde, tranquille, juste se poser. Ouais. Je suis d'accord. Moi aussi, j'aimerais bien faire ça. Qu'est-ce que vous faites quand vous écrivez pas, Mélissa d'Acosta? En ce moment, je joue de la batterie. Ok. D'accord. Sinon, Pourquoi je lis. Pourquoi? Parce que j'en ai ça vous envie. défoule. Ouais, ça Vous fait avez du bien. commencé là maintenant, là, à Oui, l'instant il y a à peine 2 mois. Ok. Et vous êtes doué? Je débute. Vous quoi. allez faire du Je rock débute. bientôt? Bah peut-être. On vous verra sur scène. Ah non, je pense On pas. viendra vous voir, Mélissa d'Acosta. Annabelle de Villedieu, que souhaitez-vous que les gens retiennent? Que rien n'est impossible dans la vie. Ça me va. Et puis vous, Mélissa d'Acosta, si vous pouviez arrêter le temps, ça serait quand? Oh là là. Ah, je suis Quelle embêtante. Hein. Parlons vrai sur Sud Radio. Je vais aller vous chercher jusqu'au bout. Il vous reste 1 minute 25. Bah maintenant, pourquoi pas? Bah ouais, c'est Pourquoi bien. pas? L'instant présent, quoi. J'ai une belle carrière, Ouais. de petits-enfants qui sont encore tout petits, donc... C'est sympa, vous allez voir, quand très ils chouette. grandissent, ils sont moins cool. Hein. Oui, voilà, donc c'est pas mal maintenant. Moi, je suis en plein dedans. C'est Là, un des fois, je passage. suis un peu. Annabelle de Villedieu, comment savez-vous que vous êtes revenue à vous après avoir accompagné les autres? Ce sera ma dernière question pour vous. Elle est un peu embêtante, celle-là aussi. Bien quand je me sens vraiment bien alignée avec moi-même. Je C'est sens quand vous sentez que vous êtes revenu. je suis bien dans mon corps, voilà. C'est vrai que bien le ancré corps, pour physiquement. moi, est très important aussi. Hein. C'est vraiment notre instrument de musique, donc Ouais. sentir qu'on est bien là dans sa présence. Notre corps est notre instrument de musique. On va finir cette émission là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez, Très Mélissa bien. d'Acosta, Annabelle de Villedieu? Merci à toutes les deux, c'était excellent. Mélissa d'Acosta, votre nouveau livre Fauve, c'est à paraître mercredi prochain, plus que 3 jours, et c'est chez Albin Michel dans toutes les bonnes librairies évidemment. Annabelle de Villedieu, Naître médium, c'est encore dispo, hein, j'imagine. C'est chez Animae, je vous le recommande aussi. Et puis, pour ceux que ça intéresse vraiment et qui ont envie de pousser le sujet un peu plus loin, il va falloir patienter un peu, c'est dans un petit mois, mais bon, il y a le salon au cœur de l'invisible, ça sera le rendez-vous des arts divinatoires du mieux vivre de la vitalité, c'est à Paris, c'est à l'espace Champéret, et ça sera du 12 au 15 février. Cette émission, vous le savez, c'est excellent, c'est l'émission qui crée le lien, c'est sur Sud Radio tous les dimanches à 19h, et puis on va se retrouver la semaine prochaine, sans oublier tous les samedis à 13h30, vous le savez, pour Parlons Femmes, hein, ces femmes puissantes et d'exception que j'ai le plaisir de vous présenter. Merci à Julien Delmas qui est à la réalisation. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très vite. Bye bye. Merci.